385e numéro du journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors au menu aujourd'hui, les otages de Sydney, la prise d'otages à Sydney, une réaction? Oui, j'ai trouvé tout de même que le gouvernement australien était singulièrement responsable de tout cela. Parce que la personnalité de l'assassin, du preneur d'otages, était celle d'un criminel confirmé, soupçonné d'avoir violé 20 personnes, soupçonné d'avoir tué sa femme, et en même temps est un islamiste convaincu. Par conséquent, il était en liberté, et c'est cette liberté qui lui a permis de prendre des otages. Je crois aussi qu'on a pris des précautions pour pouvoir négocier avec lui, alors que la sécurité des otages aurait voulu qu'on lui tirât tout de suite une balle dans la tête avec un fusil à lunettes. Je pense que les spécialistes australiens sont capables de faire cela, plutôt que de lancer une série de grenades, comment dirais-je, assourdissantes, toute une série de tirs qui ont fait quand même plus de morts dans le fond, dans le camp des victimes que dans le camp de l'assassin. Alors au Pakistan, ce sont des intérêts français, même s'il n'y a pas de victimes françaises qui ont été visées. On doit s'inquiéter? Oui, ça, le Pakistan, c'est une opération qui est montée, je crois, qui était contre la pièce, qui était une pièce contre le terrorisme. Mais il y a eu depuis beaucoup plus grave. C'est ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire l'assassinat de 132 enfants par les talibans. Et c'est une tuerie, un massacre qui sans doute bénéficiera de la part des médias d'une relative indulgence, comme d'ailleurs tout ce qui touche ce secteur de révolutionnaires et activistes, où les journaux tentent toujours de présenter la chose d'une manière plutôt amoindrie. C'est ainsi qu'on décrit le tueur généralement comme un homme seul, qui s'est en quelque sorte intoxiqué, alors que tout ça pour nier qu'il existe un danger général dans le monde entier qui est lié au monde musulman, même si ce monde musulman n'est pas globalement coupable. Il n'en reste pas moins que ce sont dans ses rangs que se recrutent les ennemis mortels de l'Occident et de l'Occident chrétien. Et il faut voir aussi que quand on demande aux musulmans de s'associer à la condamnation de ces gens-là, eh bien le succès est très mince. Soit que ces gens aient peur, ce qui se comprend très bien, soit qu'ils soient dans le fond intellectuellement proches de l'action criminelle qui a été menée contre nous. Alors en France, François Hollande a inauguré le musée de l'histoire de l'immigration. Vous êtes senti visé par son discours d'inauguration? Oh là là, mon Dieu, c'était pitoyable. D'abord ce musée à l'initiative de l'ineffable Chirac, un musée de l'immigration. On aurait pu penser que c'est parce que l'immigration était devenue un phénomène du passé. Malheureusement, c'est un phénomène du présent et c'est un phénomène dramatique de l'avenir. Si nous ne prenons pas des mesures drastiques pour interdire l'accès de notre territoire, nous serons submergés. Voilà. Alors on dit bien sûr, vous ne serez pas submergés après-demain. Non, peut-être pas après-demain, mais dans 5 ans, dans 10 ans. Et le jour viendra peut-être où nous serons minoritaires dans notre propre pays. Et c'est le rôle des hommes politiques que de prévoir, car gouverner, c'est prévoir. Ça n'est pas dériver comme un chien crevé au fil de l'eau, ce qui semble être la politique et la philosophie de l'action du président de la République. Alors tout de même, on parle, c'était en tout cas la volonté de François Hollande, la naturalisation des Chibani, ces vieillards musulmans originaires d'Afrique du Nord. Il n'y a pas une nécessité aujourd'hui à en faire des Français? Non, il n'y a pas une nécessité. À la limite, je ne sais pas. D'abord, il faudrait savoir de combien de gens il s'agit, parce qu'il faut savoir que tout le phénomène de l'immigration est un phénomène qui est masqué, qui est truqué. Et les Français ne savent pas combien il est entré d'immigrer dans les 40 dernières années. Les chiffres oscillent entre 12 et 20 millions. Par conséquent, il serait nécessaire qu'il y ait un jour une étude sérieuse, un sondage sérieux qui soit fait
et qui n'a pas été fait, qui ne sera pas fait de la volonté de ceux qui utilisent l'immigration pour détruire la nation française. Éric Zemmour en parle beaucoup dans son livre. Vous avez déjà abordé cette question-là. On lui fait aujourd'hui encore un procès sur ses déclarations, notamment sur les problèmes de conflit de civilisation, choc des civilisations. Là aussi, en fait, quand Éric Zemmour essaye de dire certaines vérités, à votre avis, c'est l'intelligentsia politique qui le sape? Oui, je pense que le gang, il y a un lobby de l'immigration, il y a une volonté, une philosophie gauchiste de destruction des nations et qui est en cours et qui a gagné une grande partie de l'intelligentsia française. C'est la raison pour laquelle elle doit être combattue le plus rapidement possible. Il faut le plus rapidement possible que les patriotes arrivent au pouvoir pour remettre le pays à l'endroit, parce qu'actuellement, on le fait marcher sur la tête. Jean-Marie Le Pen, je sais que c'est un sujet qui vous touche, la condamnation du maire de la Faute-sur-Mer. Oui, j'ai trouvé la condamnation du maire de la Faute tout à fait excessive, exagérée et injuste. Parce que ce qui pourrait justifier une condamnation de ce poids, 4 ans de prison ferme, ce serait une responsabilité dans la mort des 29 personnes qui sont disparues dans cet accident. Or, le responsable principal de la mort de ces gens-là n'est pas le maire, mais le préfet du département, qui avait la possibilité d'ordonner l'évacuation, alors qu'il était évident que la conjonction des inondations, de la tempête et de la grande marée allait provoquer exactement les mêmes conséquences qu'en 1973 en Hollande, que j'avais connu, vous savez, en dirigeant un commando d'étudiants qui s'étaient rendus là-bas. Donc il était 48 heures à l'avance prévisible que ces zones allaient être inondées. Le préfet n'a pas bougé, c'est lui qui aurait dû être condamné, et pas le maire de la Faute. Alors, toujours dans la rubrique judiciaire, c'est à Val d'Isère où l'ex-PDG de L'Oréal essaye de faire fermer une friterie parce qu'il y a des odeurs de frites dans son appartement luxueux. À votre avis, ça justifie... Tous les Français, quel que soit leur niveau de vie et de revenus, ont droit au respect de leurs droits. Je pense que c'est élémentaire. C'est pas parce que ce monsieur Owen Jones serait riche qu'il n'aurait pas le droit de se faire respecter dans ses droits de propriétaire. Après tout, s'il y a une pollution olfactive ou sonore qui est indue, qui n'est pas justifiée, il n'y a pas de raison que ce monsieur et d'autres en demandent la suppression. Une page sur le Front National, Martine Aubry semble vouloir refuser le cadeau empoisonné des amis de M. Valls. Est-ce que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la nouvelle région fusionnée, tombera forcément dans les mains du Front? Non, jamais rien n'est automatique, rien n'est écrit à l'avance. Mais il y a une forte probabilité qu'aux élections régionales, le Front National puisse enlever aux socialistes, aux socialo-communistes et verdâtres un certain nombre de régions. Peut-être pas seulement celle-là, peut-être pas seulement 2, mais peut-être plusieurs. Et il est évident que personne ne cherche à porter la croix du vaincu. Et Mme Aubry, qui est une femme politique de haut niveau, s'est bien rendu compte du piège qui lui était tendu. Elle laissera ça à un kidam qui sera chargé de se faire battre et dont tout le monde oubliera le nom le lendemain. On parle de monsieur de Saint-Ignon, je crois. De Saint-Ignon. Est-ce que c'est un cousin de monsieur de Villiers? Parce que monsieur de Villiers, c'est, je crois, le joli de Villiers de Saint-Ignon. C'est peut-être un cousin lointain. Alors, en revanche, le camarade Bruno Subtil n'a pas gagné sa législative partielle. Un échec pour le Front National? Ah non, c'est un succès. Mais c'est évident que venant derrière M. Barouin et avec une avance considérable, l'UMP pouvait prétendre retrouver le siège. Mais il en a été sûr puisqu'il a reçu l'appoint ordinaire d'une partie des voix de gauche. Pas de toutes, mais une partie des voix de gauche ont joué le Front républicain et conforté le concept du MPS, c'est-à-dire d'unité d'action, notamment dans la défensive, entre l'UMP et le PS, qui pratique
pratiquement la même politique, disons la vérité. Alors, une conseillère régionale de Midi-Pyrénées, Fatima Alaoui, avait rejoint, semble-t-il, discrètement le Ciel, un parti associé au Front National. Elle était dans le même temps nommée secrétaire nationale de l'UMP par Nicolas Sarkozy. Finalement, il semble qu'elle soit exclue à la fois du Ciel et de l'UMP. Pas de chance? Oh oui, surtout si elle est exclue du Ciel, ça c'est quelque chose qui est dramatique. Non, mais je pense qu'elle devrait venir au Front National, plutôt que d'aller s'égarer dans les couloirs adjacents. Ça serait bien plus simple et elle sera accueillie avec beaucoup de sympathie et de chaleur. Alors Jean-Marie Le Pen, une page agenda. Alors je crois déjà que la semaine passée, vous avez fêté les 80 ans de la Corpo de droit. Ah oui, je dois dire qu'à cette occasion, j'ai eu une très grande et belle surprise. Je suis, comme vous le savez, président d'honneur du Front National. Et il y avait là ce 80e anniversaire de la fondation de la Corpo de droit par Jacques-Henri L'Espagnon, ancien président de l'A de Paris, qui a transformé, qui a divisé l'A en corpo. Et cette corporation des étudiants en droit fêtait son 80e anniversaire. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait près de 100 convives, et la plupart des jeunes portaient des faluches, c'est-à-dire le béret traditionnel des étudiants du 19e siècle même, que j'ai porté moi-même, bien sûr, que j'ai perdu depuis, hélas. Au XXe siècle, vous? 20e et même 19e siècle. C'était la faluche traditionnelle. Et ce renouveau de tradition, la vigueur, l'ardeur des jeunes, leur connaissance du folklore un peu particulier et pittoresque, on imagine, du monde étudiant, m'a montré qu'il y avait, semble-t-il, un retour aux sources, une volonté de renouer avec le passé qui me paraît être très prometteuse, parce que les peuples qui n'ont pas de passé n'ont pas d'avenir. Alors, vous avez 2 galettes des rois déjà programmées, d'autres viendront certainement le 10 janvier dans l'Oise, à Tarascon le 11. Oui, il faudra que je fasse des sauts de puces, de puces géantes. Voilà. En revanche, les fêtes de Noël la semaine prochaine, pas de journal de bord? Pas de journal de bord, c'est qui m'incline aujourd'hui à présenter mes vœux de joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, tous nos amis. Je souhaite qu'ils aient devant eux une crèche, qu'ils en ont construit une, même s'ils n'en avaient pas l'intention, ne serait-ce que pour combattre l'offensive qui a été lancée contre la crèche de Vendée, ce qui était même un comble. Bon, nous sommes attachés à nos traditions. Je connais bien des gens qui sont des agnostiques, mais qui souhaitent revivre le temps, en particulier, de leur enfance bénie, quand nous nous réunissions tous autour de la crèche du petit Jésus. Alors peut-être 2 idées cadeaux avec 2 ouvrages que vous allez nous présenter, Jean-Marie Le Pen. Oh, je ne sais pas si c'est des cadeaux, parce qu'il y en a un qui est assez ancien, qui est La guerre des bouches, et qui bondit dans l'actualité, puisque hier, Fred Bush, le frère du dernier président et fils du président précédent, a annoncé qu'il serait candidat à l'investiture républicaine, avec une chance donc d'être le 3e Bush, Buisson en français, n'est-ce pas? Le 3e Bush à la présidence des États-Unis. La guerre des Bush est un pamphlet assez coercitif contre les Bush et leurs alliances avec Bin Laden dans les affaires pendant de très très nombreuses années. Ce livre peut aider à comprendre les obscurités de la politique américaine et les arcanes du pouvoir mondialiste. Je crois que c'est très intéressant. Et puis j'en ai un autre dont j'ai déjà parlé, mais qui est quand les Alliés bombardaient la France. Et les Français apprendront, en le lisant, s'ils veulent bien le prendre, que nous avons perdu 67 000 tués. 67 000 tués pendant la guerre, tués par les bombes alliées. Que 1500 villes françaises ont été attaquées et de très nombreuses d'entre elles entièrement détruites, comme l'ont été Lorient, qui a pris 4000 tonnes de bombes,
Saint-Nazaire, Nantes, Brest, pour ne parler que de celles, Saint-Malo, de ma province, sans parler de celles de Normandie qui ont subi, vous savez, les terribles attaques au moment du débarquement, et tant d'autres dans la France. Il faut dire que la France a l'habitude des morts, puisque je lisais hier que le 22 août 1914, l'armée française a perdu 27 000 tués le même jour. 27 000 tués. C'était le temps où les Français acceptaient de mourir pour leur patrie et pour la liberté de celle-ci. Sans le souhaiter aux générations actuelles, je voudrais au moins qu'elles en aient le respect et l'amour. Bien, Jean-Marie Le Pen, résolument tourné vers l'avenir, mais respectueux du passé. Ça n'est pas d'avoir, parce qu'on regarde le rétroviseur, qu'on ne regarde pas en même temps la route qui est devant. On donne rendez-vous, je crois, le 29 décembre pour le prochain journal de bord. Et bien sûr, et hélas pour la bonne année. Merci Jean-Marie Le Pen.